Donc, on voit que en Île-de-France, ça bouge, ça avance dans la commande publique circulaire. Et donc, ce qui est effectivement nous amène à aller sur le terrain et pour un retour d'expérience justement en Île-de-France, le bâtiment est un bon exemple. Il faut savoir que le secteur à lui seul représente 40% des émissions de CO2, 37% de la consommation d'énergie et 40% des déchets produits dans le monde. Donc la région Île-de-France, évidemment, caractérisée par sa densité urbaine, n'échappe pas à ces impacts écologiques. Pour les atténuer, il y a plusieurs solutions. La construction à partir de matériaux biosourcés comme le bois, la paille, le chanvre ou issus du réemploi. En Seine-Saint-Denis, la ville de Rosny-sous-Bois, par exemple, a choisi de passer à l'acte avec à ce jour la réalisation de 2 chantiers vertueux avec un groupe scolaire notamment. Et pour nous en parler est présent Emmanuel Pézerez, architecte et directeur recherche et innovation au service de la ville de Rosny-sous-Bois. Monsieur Pézerez, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Pézerez. Oui, bonjour. Pardon. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous pour nous parler de vos projets et de vos chantiers sur la ville de Rosny-sous-Bois qui sont exemplaires. On aimerait que vous nous racontiez l'histoire de ce projet, quelles ont été les motivations de la ville de Rosny et les procédures nécessaires pour mener à bien ces projets de groupe scolaire, je crois, sous le signe de l'économie circulaire. Oui, donc bonjour, merci de m'accueillir. Nous avons à la ville, et particulièrement dans la direction que j'ai l'honneur de diriger, qui est la direction recherche et innovation, un axe principal de travail, c'est d'essayer de faire que, quoi qu'on fasse, on essaie de retrouver une neutralité, voire peut-être un avantage pour l'écosystème. En cela, c'est très compliqué lorsqu'on s'applique notamment au bâtiment parce que toute action même de conception, puisque lorsqu'on allume un ordinateur, est déjà une prédation sur l'environnement, puisque au bout du fil de l'ordinateur, on a une production d'électricité qui elle-même vient puiser dans l'environnement. Donc, notre horizon, c'est bien d'être neutre ou positif vis-à-vis de l'écosystème, tout en étant dans une activité, et ici une activité de construction. Dans cette promenade, dans ce chemin vers cet horizon, nous avons déjà construit une école, puis une autre. Le centre de loisirs que vous avez sous les yeux, qu'on appelle Félix Éboué, qui s'appelle maintenant Jacques Chirac. Et nous avons en projet, avec une ouverture en septembre, un groupe scolaire, puis un autre groupe scolaire qui devrait commencer aux vacances de Pâques. Tout ça pour vous dire que c'est quand même une échelle conséquente. Et même si on est dans de l'expérimentation, c'est une expérimentation qui a un poids certain en termes d'achat, puisque c'est ici le sujet. Donc vous avez devant les yeux le centre de loisirs Jacques Chirac qui a été terminé l'année dernière, qu'on a assez peu fait visiter du fait du Covid, mais qui est un très bon exemple de ce qu'on peut essayer de pousser dans cette idée de cheminement vers un écosystème, vers une neutralité vers l'écosystème. Pour passer à la diapo suivante, pardon. Voilà, donc là, on a une vue à l'intérieur. Donc, les matériaux qu'on emploie sont des matériaux biosourcés. Pourquoi? Parce que les matériaux biosourcés ont directement un cycle vertueux, c'est-à-dire qu'ils viennent de la terre. L'énergie qui les fait pousser, c'est l'énergie solaire. Donc, c'est une énergie qu'on ne crée pas à partir d'énergie fossile ou autre.
son cycle vient s'achever la plupart du temps en retournant à la terre et en créant ou de l'humus quand c'est de la paille ou quand c'est du bois, oui, aussi de l'humus. Donc on a sur ces matériaux une économie circulaire déjà intégrée. Je veux dire. Quand on décline, nous, cette vision d'un écosystème, d'un acte de construire qui serait neutre ou positif vis-à-vis de l'écosystème, on a trois grosses entités qui sont l'écosystème biologique, avec la préservation de la biodiversité, l'écosystème matériel, avec ses cycles de matière, et l'écosystème social. Ce qui nous conduit à retrouver des schémas assez classiques, mais ce qui nous conduit aussi à reposer l'économie là où elle doit être, c'est-à-dire pour nous du côté plutôt social. Et cette expérimentation nous permet aussi de sortir des cycles classiques d'approvisionnement, ce qui nous permet de contrôler de A à Z les matériaux qui viennent dans nos bâtiments. Si on passe sur la diapo suivante, on va pouvoir voir ça. C'est pas moi qui ai la main sur les diapos, je crois, non? Je crois pas. Ça va venir. Donc, les matériaux qui sont vertueux au niveau écosystémique, c'est par exemple la paille, parce que c'est un matériau qui est largement disponible, notamment en Île-de-France, qui est largement renouvelable, parce que si on la sème, elle pousse, le blé pousse tous les ans. C'est un matériau qui a deux fonctions, puisque d'un côté, on prend la paille pour construire, de l'autre, on prend le blé pour se nourrir. Mais tout ça ne nous suffit pas. Il nous faut aussi trouver de la paille qui soit vertueuse au niveau de la façon dont on la fait pousser. Je ne sais pas comment on avance dans le diaporama. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Voilà. Donc, alors oui, donc là c'était une petite coupe sur l'ensemble. Je reviendrai sur la paille. C'est une petite coupe sur l'ensemble du bâtiment pour montrer les innovations. Vous trouvez des toilettes sèches. Un autre bel exemple de circularité écologique et biologique. Vous retrouvez un plancher en paille, ici des murs en paille porteuse. Je vous expliquerai, si j'ai le temps, pourquoi on utilise directement la paille pour sa capacité porteuse quand on va aborder le bois, et puis une ventilation naturelle sans électronique, parce que le but, c'est encore une fois de consommer le moins de matière possible et de moins de matière compliquée. Moi, je ne veux pas une matière compliquée, pour moi, c'est une matière qui a été transformée plusieurs fois. On va vers des matières directement brutes. Et quand elles sont issues de la nature, du champ ou de la forêt, elles ont en eux-mêmes leur propre cycle écologique, ce qui nous facilite grandement la tâche. L'autre diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand je vous parle de paille porteuse, c'est pour vous expliquer qu'il faut aussi faire attention dans la consommation de matériaux biosourcés. Je voyais plus en amont dans l'exposé qu'on parlait de zéro déforestation. Alors, bien évidemment, mais il faut aussi se préoccuper de quel type de forêt et de forestation ou de reforestation on voudrait. Parce que remplacer une forêt qui serait une forêt de feuillus par une forêt de résineux monospécifique n'a aucun intérêt écologique. Pourtant, dans les deux cas, on a fait du bois. Et pour aller plus loin, pour ne pas utiliser trop ce bois, on utilise directement la paille ici comme matériau porteur. Alors, peut-être intervenir sur ce propos, M. Pézerez. J'aimerais savoir, parce que l'achat, enfin en tout cas le bâtiment circulaire tel que vous l'avez présenté, c'est pas un achat classique, on va dire, en termes de préparation, de sourcing, d'aller chercher les matériaux, peut-être pas trop loin non plus. Enfin, quelle a été un peu la démarche de ces chantiers en fait pour que vraiment les rendre circulaires? C'est-à-dire que je pense que le temps de préparation est différent d'un chantier plus classique, on va dire. Oui, sur le temps, il est le même. Le tout, c'est de le faire en amont et en même temps que la conception. Si on avance dans le diaporama, on pourra s'apercevoir que
pour maîtriser l'ensemble de la chaîne, vous avez raison, il faut aller directement à la source. Et nous, on va chercher directement, par exemple, la paille dans le champ. Et on va chercher, et dans le champ qui n'est pas n'importe quel champ, qui est le champ ici d'un paysan boulanger qui est en bio et qui ne fait pas n'importe quelle paille, qui fait une paille dite paysanne, petite épeautre ou autres semences qui sont en voie de disparition. Donc, on a la nécessité et l'obligation, parce que le diable est dans les détails, et c'est vrai que les lignes de prescription dans les CCAP ou les CCAG, de mon point de vue, ne suffisent pas à nous garantir à l'arrivée d'avoir vraiment le résultat que l'on escompte. Alors peut-être que notre ambition est forte, hein, je rappelle, hein, d'être neutre ou positif vis-à-vis de l'écosystème, mais ça demande cet effort-là. On peut le voir sur la paille. Je ne sais pas si le diaporama avance, mais on peut le voir aussi voilà, donc je vous montre un petit schéma de paille porteuse pour vous expliquer que on vient faire porter directement sur cette paille et que ce matériau est totalement brut, donc ne nécessite pas de transformation, donc ne nécessite pas non plus, et là peut-être que je vais embêter un peu tout le monde, mais de cycles trop compliqués de retransformation. Parce que dans l'économie circulaire ou dans tout circuit, certes on a une transformation et une retransformation, mais on a un apport d'énergie. Et ce qu'il faut essayer de minimiser, c'est cet apport d'énergie. Et comme là, on est sur un apport d'énergie solaire et une transformation qui va de la Terre à la Terre, on est vraiment dans un retrait de ce que pourrait être une consommation et de la matière et de l'énergie trop forte. Là, je vous montre un petit détail. Par exemple, vous voyez en bas à gauche, on va même jusqu'à aller sourcer les ficelles qui vont entourer la botte de paille dans différents pays pour faire en sorte qu'elle ne soit pas en polypropylène, qui est un matériau qui vient même s'il est recyclé, qui vient quand même au départ, par exemple, du pétrole, pour aller vers un matériau qui est du sisal, là, qui est une plante, certes exotique, mais qui reste une plante. Donc voilà le champ de notre paysan boulanger qui va nous aider à construire ce bâtiment. Si on avance pour le bois, on est dans la même logique. On va choisir nos arbres en forêt, parce que comme on est de l'arbre avec PEFC, voire FFC, avec beaucoup de précautions qui sont très nobles et que l'on doit trouver dans les CCAP et les CCAG, c'est très bien, mais au final, le mieux, c'est quand même d'aller voir la personne qui entretient cette forêt, qui a planté ou qui fait pousser ou qui conduit cet arbre, parce que là, on est sûr d'être dans un mouvement culturel et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant et le plus important lorsqu'on passe un marché, c'est de trouver quelqu'un en face de nous à qui on achète, qui soit dans le même mouvement culturel que nous. Et là, on a une garantie absolue d'arriver à un bon résultat. Je prends un exemple qu'on peut transposer au bâtiment. Lorsque vous achetez vos légumes à votre AMAP préféré, bah, vous connaissez le paysan qui est derrière et la chaîne, elle est tout à fait simple. Donc, on applique la même chose pour les matériaux. Si on avance, on peut aller plus loin parce qu'on utilise aussi quelques transforms. Alors, quand le bois il est déjà coupé, on va aussi voir comment il est coupé. On va choisir directement les grumes parce qu'on travaille beaucoup avec les scieurs. Quel type de scierie on veut? Est-ce qu'on veut des scieries une grosse scierie qui arrose toute une région ou voire plus, ou des petites scieries locales pour éviter les déplacements? Ben nous, on préfère des petites scieries locales qui sont près des forêts d'exploitation, ce qui permet aussi, encore une fois, de moins dépenser d'énergie dans le transport. Et toujours, j'insiste, de connaître les gens qui font les choses. Le plus important, c'est de connaître les gens qui font les choses. Si on avance aussi dans le diaporama, on va voir d'autres exemples de belles personnes. On n'utilise pas que du biosourcé, là on utilise du plâtre, ben, c'est pareil, lorsqu'on va utiliser un matériau, on va voir où il est fait, par qui il est fait. Là, c'est la dernière plâtrerie artisanale en France, qui est à Montmorency, donc en Ile-de-France, et on regarde et on fait des expériences et on conçoit des plâtres particuliers pour nos ouvrages. Et on voit comment tout ça est fait. Donc, si on avance encore un petit peu, un autre exemple, quand on a besoin de matériaux transformés comme la peinture, et bien là, on monte un partenariat avec quelqu'un dont on connaît l'histoire et qui sait qu'il a quitté ce monde des polluants parce qu'il avait des problèmes de santé pour créer des choses qui soient totalement naturelles.
donc ici Monsieur Martin, avec qui on travaille depuis 10 ans qui vient nous faire goûter sa peinture parce qu'il arrive à créer une peinture tellement saine qu'on peut quasiment la manger. Et puis on va même voir le champ duquel vient l'huile de la peinture qui est à droite là, qui est soit du colza, soit de la cameline, pour être bien sûr que c'est un champ bio. Et là, on connaît l'ensemble des acteurs, on connaît le terroir et on maîtrise totalement son produit. Alors, vous avez cette connaissance maintenant, hein, puisque vous avez déjà des projets enfin, qui sont sortis de terre, si je peux dire. Il y en a d'autres qui vont arriver. Par rapport à cette expérience, est-ce que vous pouvez déjà comment dire, mettre en avant des atouts, mais aussi des freins peut-être qui sont encore à lever pour vraiment rentrer de plein pied dans cette circularité du bâti en termes d'acheteurs publics? Alors, si on revient, oui, sur les achats, après, c'est vrai qu'on est là, on est sur la matière, mais je peux ajouter aussi qu'on a aussi les gens qui mettent en œuvre sur le chantier. Et là, nous, on utilise un outil qui est un outil de passation de marché qui est un peu particulier, je pense, parce on sait quelle est la procédure avec négociation, la panne, qui nous permet d'aller sourcer. Alors, vous avez vu les matériaux en amont qu'on achète parfois à l'avance pour les faire mettre en œuvre par des gens qu'on rencontre à travers cette procédure avec négociation qui nous permet aussi de faire du sourcing, qui nous permet de voir aussi les conditions sociales de cette entreprise, de l'entreprise avec qui on va contractualiser, et qui nous permet aussi, encore une fois, et j'insiste là-dessus, d'être bien sûr qu'on est dans la même culture. Et si on n'est pas dans la même culture, eh ben, de faire évoluer l'entreprise vers cette culture, puisque en tant qu'acheteur, au final, c'est quand même nous qui avons le plus de levier, comme il a été dit précédemment, pour faire changer les choses. Et si on veut faire changer les choses, eh ben, il faut aussi participer à cette évolution de la culture, quelque part en apprenant aux entreprises à faire différemment. Et c'est ce qu'on s'exerce à faire tout au long des différents chantiers qu'on réalise. Des freins, il n'y en a pas, à mon avis. Les freins qu'on pourrait avoir, ce serait de ne pas faire ce travail-là. Ce serait c'est pour ça que les cadres réglementaires sont très bien, mais ce serait de se contenter des cadres réglementaires. Les cadres réglementaires, pour nous, sont des appuis et des outils supplémentaires et qui viennent finalement chapeauter et puis qui viennent mettre en forme et puis en loi et en règle ce que nous faisons. Ok. Et la dernière chose, oui, que je voulais souligner, c'est un schéma qui est ressorti, qui a 10 ans et que j'ai créé pour expliquer à ma collègue qui était au développement économique comment, dans sa partie, on pouvait synthétiser ça. Donc, notre but, c'est de créer un environnement socialement, économiquement et écologiquement sain, stimulé par la commande publique et privée éco-citoyenne, donc là, l'axe de la culture. De ce fait, constituer une culture locale de l'éco-conception, ce que je vous expliquais, amener les entreprises à comprendre sur notre territoire ce que c'est que l'éco-conception, les accompagner dans l'éco-construction, et ce qui nous permet d'atteindre notre but de créer un environnement socialement, économiquement et écologiquement sain, et on retrouve de la boucle en faisant quelque chose. Parce que c'est une boucle en 3 dimensions, et ben en fouillant un peu plus, toujours plus, en allant toujours plus loin, en ne perdant pas de vue que lorsqu'on fait quelque chose, même avec la meilleure volonté du monde, on est dans une prédation de l'environnement la plupart du temps. Comment on essaie de ne plus l'être et d'être dans une société finalement qui enrichit l'écosystème duquel et avec lequel elle vit. Très bien. Monsieur Pétrel, merci beaucoup. Excusez-moi, je vais laisser quand même la parole à donc une autre personne qui vous a accompagné, qui est l'association Ecopolis. Alors, j'en profite juste avant pour dire que, évidemment, il y aura un petit temps d'échange après donc ces deux interventions où des questions peuvent être posées, soit en levant la main ou en posant, je crois, des questions par le chat. Donc voilà, il y a un petit temps d'échange possible juste après l'intervention d'Ecopolis, de monsieur Laurent Pérez, qui est directeur d'Ecopolis et qui vous a accompagné dans ces projets-là. Donc,
Monsieur Pérez, est-ce que vous m'entendez? Voilà, très bien. Bonjour. Voilà, Je ne vous vous entends m'entendez? pas. Voilà, très bien. Merci Bien sûr. beaucoup d'être là. Alors, quelques minutes, évidemment, mais bon, le temps fait qu'on est un petit peu contraint, mais au moins nous présenter Ecopolis dans ces démarches, ces activités de conseil, de formation, mais aussi d'accompagnement avec l'éclairage de Rony, si c'est possible, pour terminer cette matinée. Ouais. Bon, déjà, merci pour l'invitation de Maximilien. On a plein de choses à faire ensemble, donc ça, c'est assez enthousiasmant et je suis toujours ravi comment dire, de passer après ou avant Emmanuel parce que c'est toujours des projets et surtout une démarche incroyable et très enthousiasmante. Ecopolis, on est le pôle francilien de ressources pour l'aménagement et la construction durable. Ça veut dire qu'on travaille sur deux échelles, les opérations d'aménagement et les opérations de construction de rénovation. Et notre public, ce sont les professionnels de ces secteurs-là, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, BET, etc. Et donc, on a des cibles communes avec Maximilien que sont la maîtrise d'ouvrage public, finalement. On peut passer sur ce slide. Voilà, on est sous forme associative. Donc, l'objet de cette association, c'est participer à la montée en compétence des professionnels vers le champ du développement durable et l'évolution de leurs pratiques. Comment on les accompagne là-dedans? Ils veulent changer, c'est déjà super, ok, ils vont pas faire ça tout seuls. Alors, on revient à la slide précédente, s'il vous plaît. Pour faire ça, on a 4 grandes missions. La première, c'est qu'on est là pour informer les professionnels, leur mâcher le travail, l'accès à l'information, l'accès à des projets comme Rosny-sous-Bois qui sont exemplaires, duquel on peut s'inspirer. Donc, notre job, c'est, voilà, sur notre site internet, ecopolis.fr, vous allez trouver tout un tas d'informations sur l'actualité et puis des opérations exemplaires de typologies différentes, donc notamment beaucoup d'équipements publics. C'est gratuit, libre d'accès, donc venez voir les opérations qu'on a. Vous avez les contacts de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et puis des éléments techniques sur le projet. On va aussi former, on est un organisme de formation, donc sur différents sujets. Là, on a une formation bientôt sur la gestion des eaux pluviales pour les opérations d'aménagement. Justement, on s'apprête à lancer tout un tas de modules d'une demi-journée sur la question des biosourcés en 2021 et bientôt sur l'économie circulaire. Nous sommes un réseau, en fait, on est formé on est une association, donc ce sont un ensemble de gens qui veulent mettre en commun des moyens pour faire des choses ensemble. Donc on est un réseau, on anime un réseau de professionnels avec des événements, des groupes de travail, des conférences, des visites d'opérations, etc. Donc là-dessus, on a beaucoup de perspectives de travaux communs avec Maximilien. Et puis enfin, on déploie une démarche depuis 3 ans d'accompagnement de projet. Donc là, c'est beaucoup plus opérationnel. On va suivre une opération de construction, de rénovation ou d'aménagement depuis la programmation jusqu'à 2 ans après la livraison, avec une démarche, une méthodologie qui s'appelle la démarche bâtiment durable francilien. Et donc là, on est un petit peu plus maintenant, on est presque à 80 opérations qu'on accompagne. Et des premières opérations qu'on a eu la joie, le plaisir d'accompagner, c'était les opérations de la ville de Rosny. Donc voilà, la démarche bâtiment durable francilien, j'en dis 2 mots. L'idée, c'est de faire juste une petite intro, mais voilà, c'est 3 choses. La démarche BDF, c'est déjà un accompagnement du projet. Alors, toutes les collectivités ne sont pas aussi averties, poussées, ambitieuses et avec autant de moyens que la ville de Rosny. Donc, on a beaucoup de maîtres d'ouvrage qu'on accompagne, qui ont besoin d'accompagnement. Alors, ça peut être un accompagnement technique, méthodologique, de mise en relation, d'encouragement en montrant que c'est possible de faire. Et donc, c'est tout ce travail qu'on fait d'accompagnement, de la programmation, conception, chantier, jusqu'à 2 ans après la livraison. C'est aussi une démarche d'évaluation. À un moment donné, on se fixe un cap. On a 4 niveaux d'ambition sur BDF, cap, bronze, argent et or. Les projets de la ville de Rosny sont tous or. Bon, mais ça représente à peu près 10% des projets qu'on accompagne.
Et on en a besoin, des projets comme ça qui tirent un peu tout le monde, qui font rêver tout le monde, et en même temps, c'est des vrais projets. Hein. Il y a des élèves dans les écoles de la ville de Rosny, donc ça fait rêver, mais surtout, ça inspire pour changer ses pratiques. Et en même temps, on a 90% d'autres maîtres d'ouvrage qui, eux, se disent « Ok, moi, je veux franchir la première marche. Est-ce que vous pouvez m'aider à franchir cette première marche ?» Et on est là pour ça, pour les emmener vers le chemin de projet au niveau OR, même s'ils ne vont pas y aller tout de suite. Voilà. Et notre job, c'est de les faire progresser. Peu importe d'où ils partent, on est là pour les accompagner. Alors, on va passer là sur le volet technique. Juste s'arrêter sur cette petite photo. Pour la démarche BDF, on fait passer les projets qu'on accompagne devant des commissions publiques pour qu'ils présentent leurs projets. En fait, ils font des sortes de retours d'expérience en montrant ce qui a marché, en montrant aussi ce qui n'a pas marché, là où on bute. Et l'idée, c'est, ça rejoint vraiment notre mission de centre de ressources, de retour d'expérience. Donc, ces commissions-là, c'est des sortes de revues de projets. Une matinée, on voit 3-4 projets. C'est public, libre d'accès, et donc ça fait du retour d'expérience pour tous les participants qui veulent bien venir, échanger avec nous et voir passer ces beaux projets. La prochaine commission publique aura lieu le 18 mars. Je vous invite à aller voir sur ecopolis.fr. En haut à droite, vous avez newsletter, vous vous inscrivez, vous aurez toutes les dates pour vous inscrire à ces événements-là. Quand on voit passer un projet comme la ville de Rosny, le gros avantage là, c'est qu'on a 1 heure avec Emmanuel Pézerès ou ses architectes, son équipe, qui vient nous parler de son projet en détail. On peut interagir avec eux, on peut leur poser des questions sur la paille porteuse, sur la ventilation naturelle double flux, même sur la méthodologie de projet, sur le sourcing, sur comment ils font avec ces marchés publics. Voilà, et on crée notre job chez Ecopolis, c'est de créer ces moments d'échange sur des projets en cours. En fait, c'est pas des projets livrés, là, c'est des projets où le maître d'ouvrage se pose les questions en ce moment. Okay. Et voilà. Donc, peut-être terminer par une. Alors, excusez-moi, Monsieur Pérez, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps et surtout qu'il y a des questions de la salle, évidemment, et notamment pour Monsieur Pézerès. Donc, il y a 2 questions, je profite de poser, voilà, tant qu'il est là. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y aura sans doute d'autres moments aussi là, pour réintervenir. Alors, Monsieur Pézerès, il y a 2 questions finalement, peut-être répondre assez rapidement. Avez-vous évalué l'impact de la prise en compte de cette économie circulaire sur le coût global de l'opération par rapport à des matériaux plus classiques, on va dire? Et puis la deuxième question, c'est de savoir est-ce que derrière le maire, finalement, la volonté politique est présente justement pour contribuer à ce type de projet. Voilà, il y a 2 questions sur la volonté politique et sur l'impact économique sur l'ensemble du chantier global. Je ne vous entends pas. Pardon, il y a un temps de latence sur l'activation du micro. Donc, pour la première question, la volonté politique, je pense qu'elle est inscrite dans la nécessité, au regard des crises climatiques, des crises de la biodiversité, de la nécessité d'affronter ce futur qui est déjà un présent de problématiques. Elle est forcément inscrite dans toute politique publique qui est là pour faire en sorte que la société continue le plus sereinement possible. Donc, je pense que, mais après, vous pourrez demander à monsieur notre maire ce qu'il en pense exactement. Mais ça, c'est une évidence, ça doit l'être pour tout le monde. Et votre deuxième question sur le coût. Sur l'impact économique finalement par rapport au choix de matériaux plus classiques. Comment vous l'avez évalué? L'important, c'est quand on est dans un service public, pour nous, c'est de savoir où va l'argent. Combien ça coûte, c'est important, mais le plus important, c'est où va l'argent. Si vous investissez à très peu de frais dans des énergies carbonées qui détruisent notre société, alors que vous êtes là, pour revenir à votre première question en tant que politique,
pour porter cette société, pour aller vers un avenir qui ne soit pas dégradé, mais bien un avenir meilleur, si encore on peut employer ces termes dans ces temps-ci, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment se poser la question où va l'argent, aussi au niveau de l'économie. Si vous enrichissez des multinationales déportées très loin de votre territoire, c'est moins intéressant que si vous faites travailler des gens du cru local. Donc, voilà les impacts réels. Pour le reste, je rappellerai quand même qu'un prix se fait dans une économie marchande qui est l'offre et la demande. Donc, ce qui fait les différences de coûts sont plutôt de cet ordre-là, y compris sur des matériaux dits classiques. Dans le dernier marché que je traite là, j'ai des différences sur du béton qui sont de l'ordre d'1 million sur 3 millions. Ça n'a pas de sens de dire que les choses ont une valeur. Les choses ont une valeur dans la capacité que vous avez à les vendre et à les acheter. Et les choses ont une valeur parce qu'elles apportent à la société et à l'écosystème. Voilà les axes que nous travaillons.